Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, bonjour ou bonsoir, où que vous soyez. Alors j'ai décidé d'entamer cette nouvelle série de dossiers radiologiques dans le seul objectif de partager avec vous certains acquis, certaines expériences, de vous inculquer certains réflexes. Ces dossiers radiologiques s'adressent aux médecins radiologues, aux résidents en radiologie, aux étudiants en médecine, aux médecins généralistes et aux médecins de toutes spécialités confondues, juste pour vous donner un aperçu de ce qu'est la radiologie, de ce qu'est le raisonnement en radiologie, et de vous faire partager mon expérience et d'apprendre également de vos retours et de vos expériences. Alors je commence sans plus tarder par ce dossier radiologique. Ce sont des dossiers, des vidéos qui ne dépasseront pas 10 à 15 minutes. Je vais commencer sans plus tarder par ce dossier radiologique que j'ai fait la semaine passée. Alors, il s'agissait d'un homme de 55 ans à peu près, qui avait bénéficié il y a 6 mois d'une DPC. Quand on dit DPC, c'est duodéno-pancréatectomie céphalique suite à une néoplasie de la tête du pancréas. Alors, suite à ça, suite à l'opération, on lui a mis en place une chambre de chimiothérapie avec une voie veineuse centrale. Quand on dit voie veineuse centrale, c'est-à-dire qu'on va insérer le cathéter dans une grosse voie veineuse. Ici, il s'agissait de la veine jugulaire interne ou de la veine sous-clavière. Alors, après la mise en place de la chambre de chimiothérapie, il a reçu 5 cures de chimiothérapie durant ces 5 derniers mois. Et au bout de la 6e cure de chimiothérapie, vous savez, avant d'injecter le produit de chimiothérapie, on fait un test, c'est-à-dire qu'on fait un rinçage de la chambre pour voir si elle fonctionne bien, si elle est bien perméable, c'est-à-dire qu'on n'injecte pas un produit qui est très cher et qui risque d'aller et qui est très toxique et qui risque d'aller dans les parties molles, etc., avant d'être sûr que la voie est bonne. Donc on effectue un petit rinçage pour voir si la voie est libre. Et lorsqu'ils ont fait ce rinçage, ils ont trouvé une certaine résistance à l'injection du sérum, et avec une certaine douleur de la part du patient. D'ailleurs, ce patient avait signalé une certaine gêne au niveau sous-clavier qui est apparue il y a une quinzaine de jours. Alors, suite à ça, ils ont demandé une radiographie thoracique pour voir la position pour rechercher la cause de la dysfonction de ce cathétérisme, de la chambre de chimio. Alors, la chambre de chimiothérapie est implantée au niveau de la paroi thoracique antérieure avec le cathéter qui vient, qu'on voit ici, et qui vient s'arrêter au niveau, dans l'espace entre la clavicule et la côte. Alors, je vous rassure, enfin, je vous informe que le reste du téléthorax est normal, c'est-à-dire que les clartés parenchymateuses sont indemnes, le médiastin est normal, les clartés trachéales normales, les structures osseuses sont tout à fait normales et intègres, les cul-de-sac est respecté, même si c'est coupé, mais c'est pas grave, et c'est pas l'objet de ce dossier clinique. On va se concentrer juste sur cette région. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve que le cathéter est sectionné, s'arrête brusquement dans cette intersection, dans cet espace entre le bord inférieur de la clavicule et le bord supérieur de la première côte. À ce niveau, il n'y a plus de suite. Normalement, le cathéter devrait passer par là, dans la veine sous-clavière qui est virtuelle, puis passer au niveau de cette opacité médiastinale qui constitue le bord supérieur droit du médiastin, qui est en fait la veine cave supérieure, passer par la veine cave supérieure et rejoindre le bord droit inférieur du médiastin qui est constitué par l'oreillette droite. Donc normalement on devrait avoir ce trajet du cathéter, ce qui n'est pas le cas. Ici il y a une rupture brusque du cathéter entre le bord inférieur de la clavicule et le bord supérieur de la première côte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on retrouve ici la suite du cathéter qui est discontinue et qui va du médiastin vers le poumon. Alors ici, on pense tout de suite à une section du cathéter et migration ou embolie quelque part du bout distal de ce cathéter. Et suite à ça, lorsque le médecin référent a remarqué cela, il a demandé une TDM thoracique, donc il a atterri chez moi. Alors, avant d'entamer, de vous montrer les images de la TDM thoracique, je vais donner quelques notions sur les chambres implantables pour les étudiants, pour les médecins qui ne connaissent pas.
Alors, c'est quoi la chambre implantable? C'est cette structure qui contient une cavité à l'intérieur dans laquelle on va insérer le produit à injecter. Bon, il existe plusieurs types de chambres implantables. Il existe des doubles chambres, une chambre unique métallique avec valve, sans valve, double tunnel, tunnel unique, etc. C'est pas le sujet. En fait, cette chambre va être implantée en sous-cutané, c'est-à-dire dans les tissus cellulo-graisseux sous-cutanés, en général le plus souvent au niveau de la paroi thoracique antérieure droite. Pourquoi à droite plutôt qu'à gauche? Parce que la partie droite est la région qui offre le chemin le plus rapide et le plus direct à la veine cave supérieure. Alors que si on avait injecté, si on l'avait placé à gauche, il y aurait eu beaucoup plus de trajets à faire avant de rejoindre la veine cave supérieure. Ensuite, une fois qu'on a implanté en sous-cutané la chambre implantable, il y a le cathétérisme qu'on devra placer en voie centrale, c'est-à-dire dans un gros vaisseau. Et ce gros vaisseau peut être soit la veine sous-clavière, soit la veine jugulaire interne. Et en général, on privilégie la voie de la veine jugulaire interne. Pourquoi? Parce que lorsqu'on choisit la veine jugulaire interne, il y a moins de risque de coup dur du cathétérisme. Parce que l'angle est plus ouvert et plus large que si on l'avait placé au niveau de la veine sous-clavière. Donc, le bout distal du cathéter devrait arriver juste à proximité de la jonction cavo-atriale, atrio-cave, c'est-à-dire entre la veine cave supérieure et l'oreillette droite, juste avant cette jonction. C'est la position idéale et optimale du bout distal de ce cathétérisme. Enfin, cette chambre implantable, c'est quoi? C'est par cette chambre qu'on va injecter, au fur et à mesure des rendez-vous de chimiothérapie par exemple, on va injecter directement le produit après avoir testé par du sérum. On injecte dans cette chambre va, le médicament va cheminer via le cathéter qui va entrer par la veine, puis va être libéré dans la circulation générale. Ça c'était pour les notions élémentaires. Maintenant, venons et arrivons à la TDM thoracique. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans la TDM thoracique? Passons maintenant au scanner. Alors, vous remarquez ici qu'il y a deux images. Deux images que lorsque je défile, elles sont synchronisées. Alors, ces images, ces deux, sont des images du même patient, du même examen, obtenu au même instant et au même moment. Pourquoi sont-elles différentes? Pour la simple raison que, à gauche, j'ai utilisé un fenêtrage médiastinal et à droite, j'ai utilisé un fenêtrage parenchymateux. Quelle est la différence entre les deux? Alors la différence, c'est que lorsqu'on utilise un fenêtrage médiastinal en scanner, cela nous permettra de voir les éléments du médiastin, c'est-à-dire le cœur avec l'aorte, les cavités, les différentes cavités, les veines pulmonaires, l'artère pulmonaire, les veines azygos, les loges ganglionnaires médiastinales, la loge thymique, etc. Et nous permet également de voir les différentes parties, les différents plans des parties molles, à savoir les plans musculaires, les plans graisseux, etc. Ici, on arrive à distinguer le grand pectoral du petit pectoral, la loge axillaire, la région axillaire, etc. Ce fenêtrage médiastinal, par contre, ne nous permettra pas d'explorer le parenchyme pulmonaire. Vous voyez que le parenchyme pulmonaire est tout noir et on n'arrive pas à distinguer s'il y a des lésions à l'intérieur ou pas. Chose que nous permet de faire le fenêtrage parenchymateux. Pourquoi parenchymateux? Par rapport au parenchyme pulmonaire. Alors ce fenêtrage va nous permettre par contre de bien analyser le parenchyme pulmonaire avec les différentes scissures, les différents lobes, les différents segments, bien voir les branches, les divisions segmentaires et sous-segmentaires, etc. Et par contre, il ne nous permettra pas de voir et d'examiner, d'explorer le médiastin et les parties molles. Ici, on voit que le médiastin est tout blanc et on n'arrive pas à distinguer les différentes cavités cardiaques, des différents vaisseaux, des différents ganglions, des loges ganglionnaires, etc. Idem pour les parties molles, on n'arrive pas à distinguer la graisse des muscles, etc. Ça, c'est la différence entre le fenêtrage médiastinal à ma gauche, à gauche de l'écran, et le fenêtrage parenchymateux à droite de l'écran. On va commencer par le fenêtrage médiastinal dans l'exploration de cet implant, de cette chambre implantable. Alors, le but du scanner est de d'abord vérifier la position de la chambre implantable qui est située en sous-cutané en pariétal thoracique droit, puis de vérifier le siège et la position du cathéter qui est situé ici entre la clavicule et qui vient s'arrêter entre la clavicule et la première côte.
Alors, le positionnement du bout proximal du cathéter est beaucoup plus facile en coupe coronale. Ici, en ajustant le fenêtrage, en mettant le fenêtrage osseux, on voit ici la chambre de chimio, le départ du cathéter qui vient descendre jusqu'à se terminer entre le bord inférieur de la clavicule et le bord supérieur de la première côte droite. Ceci est plus simplement identifiable en mode MIP. On fait le mode MIP et on retrouve cet aspect, cette image, avec le bord proximal du cathéter qui vient se terminer entre la côte et la clavicule. La seconde question à laquelle on devra répondre, c'est est-ce que le bout proximal de ce cathéter est en situation intravasculaire ou extravasculaire? Alors ici, je vois le bout proximal, il est situé, il s'arrête en extravasculaire. Pourquoi? Parce que la veine sous-clavière est ici et le cathéter s'arrête en dehors de la veine sous-clavière. Donc il était initialement dans la veine sous-clavière et maintenant il est sorti, ce qui expliquait les difficultés lorsque le médecin essayait d'injecter du sérum. Il injectait en fait dans les parties molles, ce qui provoquait une résistance à l'écoulement du produit injecté. Alors ceci est aussi également visible sur les coupes coronales. Ici on voit le bout proximal du cathéter, alors que si, plus loin, on voit la veine sous-clavière qui émane du tronc veineux brachiocéphalique droit avec la veine jugulaire interne et la veine sous-clavière. Donc, le cathéter est en dehors des vaisseaux. Alors ensuite, on va essayer de répondre à la troisième question qui est retrouver où est situé le bout distal de ce cathéter. Alors ce cathéter était situé en veine sous-clavière, donc logiquement s'il a été rompu, la propulsion devrait l'emmener suivant le cheminement de l'écoulement sanguin normal et physiologique. Donc on va suivre ce cheminement qui va de la veine sous-clavière à ce niveau, puis va descendre jusqu'au niveau de la confluence et de la convergence du tronc veineux brachiocéphalique pour donner la veine cave supérieure, puis on descend jusqu'à pénétrer dans l'oreillette droite et l'écoulement va mener de l'oreillette droite vers le ventricule droit passant par la jonction atrioventriculaire, puis du ventricule droit vers le tronc de l'artère pulmonaire qui va se diviser en deux branches, une branche droite de l'artère pulmonaire et une branche gauche. Et quand on analyse la branche droite de l'artère pulmonaire, on trouve le bout distal du cathéter qui vient de la branche droite de l'artère vers les branches segmentaires et sous-segmentaires, et c'est ce qui nous donnait l'aspect pénétrant du parenchyme pulmonaire de ce cathéter. Alors, puisque ça pénètre dans le parenchyme, le filtre ou le fenêtrage médiastinal ne nous arrange plus, donc on va passer désormais au fenêtrage parenchymateux pour mieux explorer la branche dans laquelle ce cathéter s'insère et chemine. Alors la quatrième question est de savoir où passe exactement, quel est le siège exact de ce cathéter, quelles sont les branches qu'il emprunte, que ce cathéter emprunte. Alors ici on voit que le cathéter emprunte d'abord la branche droite de l'artère pulmonaire, ensuite il s'étend vers ses branches de division segmentaire et sous-segmentaire. Et en anatomie de des artères pulmonaires et des branches de l'artère pulmonaire, comme elles sont souvent calquées sur l'anatomie des branches, on va s'aider de l'anatomie des branches et de leurs branches de division pour établir l'anatomie exacte du cheminement du cathéter dans l'artère pulmonaire et de ses branches de division. Alors ici, nous sommes au niveau de la branche lobaire supérieure droite, qui va se diviser en trois branches. Une branche supérieure, qui est ici, qu'on appelle la branche segmentaire de la lobaire supérieure. Ici, elle va donner une branche segmentaire antérieure, qui va donner le segment ventral, et une branche segmentaire postérieure, qui va donner le segment qui va pneumatiser ou ventiler le segment dorsal. Alors, ici, on se rend compte que la branche segmentaire antérieure va se diviser en deux branches, qu'on appelle les branches sous-segmentaires. Et ici, on remarque que le cathéter va suivre la branche sous-segmentaire
antérieur du lobe supérieur droit. Donc, ce cathéter est embolisé dans la branche droite de l'artère pulmonaire, dans la branche segmentaire et sous-segmentaire antérieure de la lobaire supérieure droite. Ceci est mieux visible en coupe sagittale, sur les reconstructions sagittales, où on voit très bien le départ, la division de la lobaire supérieure droite des branches, avec la lobaire segmentaire apicale, la segmentaire dorsale qui va vers l'arrière, et la segmentaire ventrale qui va en avant et qui va se diviser en branches sous-segmentaires, dont la sous-segmentaire antérieure de la lobaire supérieure droite, et avec ici, ça c'est la branche, et ça c'est son artère satellite, où il y a l'embole du cathéter. Alors le cinquième point va consister à mesurer la longueur du bout distal de ce cathéter en utilisant le mode MIP avec une épaisseur de coupe d'environ 40 mm. Et là, quand je règle mon fenêtrage, je vois que ce cathéter est significativement long et on voit qu'il atteint les branches sous-segmentaires de l'artère lobaire supérieure droite, du segment ventral précisément. Et là, j'essaye de mesurer. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai une longueur d'environ, disons 82 mm. Donc 82 mm, donc 8 cm de cathéter à emboliser dans une branche sous-segmentaire ventrale antérieure, enfin ventrale de l'artère pulmonaire droite. Cette image est aussi très bien visible et très bien illustrée sur le plan coronal, où on voit très bien le bout distal du cathéter qui vient dans l'artère pulmonaire droite et qui va dans les branches segmentaires et sous-segmentaires de la ventrale antérieure lobaire supérieure droite, de la lobaire supérieure droite, et qui mesure 8 cm quand même. Enfin, en sixième point, on va rechercher s'il n'y a pas de retentissement sur le parenchyme pulmonaire. Et dans ce cas, on va revenir à 1,5 mm de coupe, à une épaisseur de coupe de 1,5 mm pour pouvoir explorer le parenchyme pulmonaire. Et la première des choses qu'on va explorer dans le parenchyme pulmonaire, ce sont les régions qui sont ventilées et irriguées par cette artère pulmonaire qui est la sous-segmentaire ventrale de la lobaire supérieure droite, c'est-à-dire cette région pulmonaire qui, je le rappelle, s'il y avait une embolie pulmonaire, puisque la complication devant une embolie, c'est d'avoir des infarctus. L'infarctus est un signe indirect d'embolie pulmonaire. Et dans ce cas, un infarctus pulmonaire se traduirait par une condensation sous-pleurale à base de forme triangulaire, à base périphérique et à sommet hilaire, chose qu'il n'y a pas dans ces images et sur cet examen. Donc, ici, on peut considérer que le cathéter qui a embolisé chez ce patient est toujours perméable, puisque je vous le rappelle, c'est un cathéter, donc il y a une lumière à l'intérieur. Mais le problème, c'est qu'il peut emboliser à tout moment. Et c'est l'une des complications des cathéters, même s'il n'était pas embolisé, même s'il n'avait pas migré, il y aurait toujours risque d'embolisation. Alors, chez ce patient, j'ai essayé de convertir l'examen en angioscanner, sauf que pour le piquer, pour la voie d'abord, comme l'angioscanner nécessite un débit d'injection qui est au moins de 5 cc secondes, il fallait donc lui placer une voie d'abord au moins de une rose, chose qui n'a pas été possible vu qu'il avait des veines fragiles du fait de la chimiothérapie, etc. Donc on n'a pas pu faire l'angioscanner pour voir si l'artère était perméable en aval, mais indirectement, vu l'absence de signe indirect d'embolie, le cathéter qui est embolisé est toujours perméable. Le reste de l'examen est bien évidemment, sans anomalie. Je vais vous épargner l'étude en MIP, etc. Le reste du parenchyme pulmonaire est tout à fait normal. Alors, qu'est-ce que ça donne sur un mode volumétrique, sur des images 3D? Ça donne une chambre implantable qui est située en sous-cutané pariétal thoracique droit, avec le cathéter proximal qui est sectionné dans l'espace clavicule première côte droite,
avec un bout distal qui est embolisé dans l'artère pulmonaire et ses branches de division lobaire supérieure, ventrale et sous-segmentaire. Donc ça, c'est le résumé de ce qui s'est passé et ce qui est arrivé à ce patient. L'origine du problème était le pincement entre la clavicule et la côte droite et la première côte, et le patient m'avait rapporté la notion de mouvement, c'est-à-dire qu'il bougeait trop lorsqu'il dormait et il s'en en plaignait justement. Donc voilà pour ce qui était de la TDM thoracique. Ici je vous présente une radiographie thoracique prise de la littérature où il y a le cathéter, la chambre d'implantation qui est en place, avec le cathéter qui est en place également et qui passe par la veine sous-clavière entre la clavicule et la première côte et qui chemine vers le cœur en passant par la veine cave supérieure. Or ici, on voit une sténose et une petite angulation du cathétérisme qui est liée au fait de la compression entre la clavicule et la première côte et le bord supérieur de la première côte. C'est-à-dire que le cathéter est pincé entre les deux os. Dans notre cas à nous, c'était effectivement le cas, sauf que nous l'avons vu, on a vu le patient au stade de section du cathéter avec embolisation de son bout distal. Maintenant qu'on a vu le scan, la radiographie thoracique nous paraît plus simple à interpréter et à deviner. Alors, maintenant, quelle est la conduite à tenir? Quel est le risque pour ce patient qu'on a eu? Alors, le risque, c'est qu'il y ait formation d'un thrombus dans le cathéter qui a embolisé, car pour l'instant, les vaisseaux sont perméables. Le risque, c'est qu'il y ait formation de thrombus et ça fait partie des complications de la pose des cathéters centraux. Il y a formation de thrombie. Ça va commencer d'abord à l'intérieur du cathéter, de la lumière, puis autour de la lumière, autour du cathéter, puis ça va commencer à obstruer la lumière jusqu'à provoquer une thrombose et former un thrombus. Alors, que dit la littérature dans ce sens? Que faut-il faire? Ici, sur cet article, dans cet article, j'ai retrouvé un cas qui est similaire au nôtre, avec une embolisation d'un fragment distal d'une chambre de cathétérisme avec voie centrale, par voie veineuse centrale. Alors, dans ce cas, le cathéter a embolisé au niveau de la cavité cardiaque droite, au niveau du VG. Alors, dans cet article, il préconise la prise en charge suivante. Il faudra, avant tout, avoir pour principe privilégier les voies non invasives, c'est-à-dire la radiologie interventionnelle, et ce sont des voies qui sont tout à fait accessibles et faciles d'accès à la radiologie interventionnelle, c'est-à-dire qu'on peut retirer, qu'on doit retirer les emboles et les fragments de cathéter par radiologie interventionnelle. Si la radiologie interventionnelle n'est pas possible, il faudra privilégier la surveillance. Si le patient est asymptomatique, qui ne présente aucune complication, on va préconiser une surveillance, et s'il complique ou qu'il a une symptomatologie qui ne va pas sous traitement, qui ne cède pas sous traitement, là, on proposera la chirurgie qui sera le dernier recours. Donc chez ce patient, et même chez le nôtre, normalement on devrait retirer le fragment par radiologie interventionnelle, puisqu'il est tout à fait accessible, il est au niveau du tronc de l'artère pulmonaire. Dans cet article, il y a embolisation d'un fragment d'une intranule, c'est-à-dire les voies d'abord veineuses périphériques. Et dans les images, on a une migration, un embol de ce fragment d'intranule, des plastiques d'intranule, qui a embolisé dans une veine, dans une artère, dans une branche sous-segmentaire postéro-basale gauche. Et elle est très très loin et très distale, très périphérique, donc difficile d'accès en radiologie interventionnelle. Alors, comment le mécanisme d'une embolisation d'un fragment d'une intranule est-il possible? Alors, on a tous déjà piqué quelqu'un, et comment ça se passe? On a tous déjà eu des moments où, quand on piquait, et quand on retirait délicatement, doucement l'aiguille, on avait un retour, puis le retour s'arrêtait. Donc, on était obligé de ressortir l'aiguille, réintroduire la canule, puis réintroduire après une certaine angulation de l'aiguille,
dans le canal. Et à ce moment-là, on peut avoir une fracture ou une fragmentation, on peut percer le bout de plastique qui est dans le vaisseau. Et ce bout de plastique va migrer dans les veines. Et puisque les veines, le calibre veineux va en augmentant de la périphérie vers le centre, vers le cœur, il aura de plus en plus de facilité à migrer, à emboliser vers les cavités cardiaques et vers le poumon. Chez cette patiente qui était dans cet article venue au départ pour des douleurs abdominales et chez laquelle on lui a injecté des calmants via une voie veineuse périphérique, elle est revenue 2 mois plus tard. On n'a pas retrouvé le bout distal de ce fragment d'intranul. Donc on lui a fait un scanner et on a trouvé le bout distal qui était en segmentaire distal postéro-basal et on a préconisé une surveillance. Vu qu'elle a développé une fièvre modérée avec une toux sèche qui ne cédait pas sous traitement, ils ont préconisé la chirurgie et ils ont retiré ce fragment qui était d'une intranule de veine gauche. Et c'est tout pour ce qui est de ce dossier radiologique sur lequel je me suis pas mal attardé. Je vous conseille cet article qui est un excellent article fait par une équipe, je crois, italienne, et non, brésilienne, pardon, une équipe brésilienne, dans un journal de chirurgie vasculaire, et qui traite de l'ensemble des principes des chambres implantables, de leur durée, de leur fréquence, de leur composition, de leurs complications, etc. Donc je vous conseille cet article qui est extraordinaire. Et je vous remercie de votre attention. Si ça vous a plu, partagez vos commentaires, vos expériences, vos suggestions. N'hésitez pas à me communiquer vos interrogations et on essaiera de discuter calmement, enfin scientifiquement plutôt. Et si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à les proposer et je vous remercie.